Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la nouvelle loi B2B et principalement au sujet des clauses abusives dans le cadre de cette loi. Le présent webinaire sera donné par mon collègue Benjamin Marchandise et moi-même. Benjamin assurera la seconde partie de la présentation. Quelques considérations d'ordre pratique. Le webinaire durera approximativement 1 heure avec une séance de questions-réponses à la fin, dans la mesure où ça ne dure pas trop au-delà de l'heure prévue. Pour le bon déroulement du webinaire, vous avez tous été mis sur mute, mais vous pouvez participer ou intervenir au moyen de la petite chat box que vous avez dans le coin de votre écran et donc poser toutes vos questions et nous y répondrons à la fin du webinaire si le temps nous le permet. À défaut de pouvoir y répondre à la fin du webinaire, nous y répondrons par la suite par email rapidement après la présentation de ce webinaire. En ce qui concerne l'agenda et la table des matières, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui sont à l'ordre du jour. Et donc, on va commencer directement dans le vif du sujet par la petite introduction en ce qui concerne ce qui va nous occuper aujourd'hui. Le thème du webinaire en question est une loi du 4 avril 2019 qui a été adoptée en mars 2019 et qui a modifié le code économique en ce qui concerne 3 points. D'une part, les abus de dépendance économique, d'autre part, les clauses abusives et les pratiques de marché, les clauses abusives et enfin les pratiques de marché déloyales entre entreprises. Ces 3 volets sont repris à différents endroits dans le livre, dans le code de droit économique, pardon. En ce qui concerne les pratiques de marché déloyales entre entreprises, reprises dans le livre 6 du code de droit économique, il s'agit principalement de la transposition d'une directive et donc ce sont des dispositions déjà connues en droit européen et donc ce sont des dispositions que l'on connaît déjà bien et qu'on a déjà eu l'occasion de mettre en pratique en droit européen. Cette entrée en vigueur a eu lieu le 1er septembre 2019. Deuxième volet, les dispositions relatives aux abus de dépendance économique. Là, à nouveau, ce sont des sujets que l'on connaît déjà et qui se retrouvent également dans le droit étranger et dans le droit européen. Et donc, c'est une nouvelle notion, la question de la dépendance économique, là où une entreprise qui est en relation avec une autre entreprise ne peut pas abuser de cette position. Donc, il y a d'une part ce qu'on connaît qui est l'abus de position, l'abus de position dominante. Et ici, on parle d'un nouveau concept qui est l'abus de dépendance économique. Ce deuxième volet est traité dans le livre 4 du Code de droit économique et est entré en vigueur en août 2020. Enfin, le troisième volet, qui sera le sujet traité aujourd'hui, ce sont les clauses abusives dans les contrats B2B, reprises dans le livre 6 du Code de droit économique et dont la législation est entrée en vigueur le 1er décembre 2020, donc il y a un peu plus de 6 mois. La loi du 4 avril est donc son deuxième volet que j'ai introduit en dernier, mais qui est donc le deuxième volet sur les clauses abusives, a pour objectif, l'objectif du législateur était de protéger ce qu'on appelle les parties les plus faibles dans les relations B2B, donc c'est-à-dire entre professionnels. Il y a déjà pas mal de mesures qui sont mises en place, mais on s'est rendu compte que, conformément au principe de liberté contractuelle, il y avait tout de même certains déséquilibres qui se retrouvaient dans les contrats B2B et qui devaient être un peu rééquilibrés, ou à tout le moins, il fallait mettre un cadre législatif à ce type de contrat. Alors, ça ne sort pas de nulle part. Premièrement, au niveau national, il y a énormément de réglementations en cette matière, surtout en matière de contrats B2C. Donc, le concept de clause abusive dans les contrats B2C est déjà bien connu et traité par le Code de droit économique, mais également au niveau européen. Plusieurs pays, que ce soit en France, en Allemagne ou au Portugal, ont déjà implémenté ces notions de clauses abusives dans les contrats entre professionnels. Et donc, c'était d'influence de droit étranger et de droit belge en matière de contrat B2C, ainsi que dans la lignée des obligations d'information en matière précontractuelle qui sont également déjà mises en place.
La réglementation qui va nous occuper aujourd'hui est une réglementation, comme vous allez le voir, en 4 couches. Tout premièrement, il y a une obligation de manière générale pour toute clause dans un contrat entre entreprises de les rédiger de manière suffisamment claire et compréhensible. Donc ça, c'est une obligation générale pour toutes les clauses. Ensuite, on passe à ce qu'on pourrait appeler la deuxième couche, c'est une clause abusive en général, mais vous allez le voir, portant uniquement sur les éléments non essentiels du contrat. Si la clause est abusive, c'est-à-dire qu'elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, sera également abusive et donc peut poser problème dans le cadre de contrats entre entreprises. Enfin, le législateur a créé ce qu'on appelle les listes noires et les listes grises, c'est-à-dire des listes de 4 clauses d'une part pour la liste noire et 8 clauses d'autre part pour la liste grise, qui sont présumées, voire sont abusives, d'office abusives en ce qui concerne les listes noires et donc par conséquent toujours interdites, et présumées abusives sous réserve de renversement de cette présomption. Donc on parle d'une présomption réfragable en ce qui concerne les clauses de la liste grise. Le champ d'application de la loi est important ici puisque cette réglementation s'applique, comme nous l'avons dit, pour tous les contrats, soit conclus, soit renouvelés le 1er décembre ou depuis le 1er décembre 2020. Donc tous les contrats renouvelés ou qui risquent d'être renouvelés ou conclus depuis le 1er décembre 2020 seront soumis à l'application de la loi. Tous les contrats sont concernés, contrats bien entendu synégmatiques entre des entreprises, et donc ça comprend également les conditions générales des entreprises qui sont souvent d'application, que ce soit les conditions générales d'une ou de l'autre entreprise, qui sont souvent d'application dans le cadre de relations contractuelles. Les contrats, ce sont les contrats qui sont soumis au droit belge, mais nous reviendrons par la suite sur ce point. Les travaux parlementaires parlent de dispositions impératives et donc il se peut que malgré que ce soit des contrats entre une entreprise belge et une entreprise étrangère avec une clause d'élection de fort d'une juridiction étrangère, que par certains mécanismes en vertu du règlement Rome 1, et nous reviendrons plus tard sur ce point, il se peut que, en réalité, ces dispositions, bien qu'il s'agisse d'un droit applicable étranger, soient également d'application. Donc, une attention est de mise par rapport à ce point, mais nous reviendrons plus en détail à ce sujet. Enfin, c'est des contrats entre 2 entreprises. La notion d'entreprise est relativement importante en l'espèce. Elle est plus spécifique que la notion d'entreprise qu'on retrouve aux premiers articles du Code de droit économique. C'est toute personne physique ou morale qui poursuit un but économique de manière durable. Et donc, ce qui est surtout important ici, c'est que bien que le législateur ait souhaité protéger les parties les plus faibles, c'est toute entreprise, indépendamment de la taille de l'entreprise, du nombre d'employés, de son chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est vraiment toutes les entreprises, que ce soit une personne physique ou morale, si elle poursuit un but économique. Par contre, la loi ne s'applique pas forcément aux engagements unilatéraux, puisqu'il ne s'agit pas ici de contrats à proprement parler, avec des obligations de part et d'autre entre les parties. Elle ne s'applique pas non plus aux contrats de services financiers, parce que le législateur a estimé que ces contrats nécessitaient une réglementation beaucoup plus spécifique. C'est un sujet relativement complexe et donc une réglementation spécifique et à part est prévue pour les contrats de services financiers. Enfin, les contrats découlant des marchés publics ne sont pas non plus visés par la loi du 4 avril 2019, même s'il y a une possibilité pour le roi d'étendre le champ d'application et donc de soumettre également les contrats découlant des marchés publics à l'application de la loi. À ce stade-ci, tous les contrats découlant des marchés publics ne sont pas concernés, ce qui est en soi un peu discutable parce qu'il peut y avoir des contrats en lien avec les marchés publics qui sont en réalité des contrats purement entre 2 professionnels, typiquement les contrats de sous-traitance, etc., qui ne seront donc pas soumis à cette loi du 4 avril 2019, alors qu'ils tombent, quand on regarde les différents points du champ d'application, ils devraient tomber sous cette loi. Comme on l'a expliqué ici avant, il y a d'abord une interdiction générale. Alors, c'est sous forme on va prendre ça sous forme de différentes règles.
La grande interdiction générale, ou la grande première règle, j'ai envie de dire, c'est le fait que les clauses doivent être d'une part claires et compréhensibles, donc c'est ce qu'on appelle la règle de transparence, et donc l'importance de la rédaction des clauses de manière claire et compréhensible est très très importante. D'autre part, la règle d'interprétation, c'est la règle en vertu de laquelle les clauses doivent être interprétées en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci. Donc ça, c'est le premier élément dont il faut tenir compte dans l'application de la loi et dans la rédaction des clauses. Vient ensuite l'interdiction de toute clause créant un déséquilibre juridique manifeste. Alors, ça, c'est donc la définition de la clause abusive qu'on retrouve à l'article 91.3 du Code de droit économique. Une clause abusive est toute clause d'un contrat conclu entre entreprises. Lorsqu'à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Le législateur nous dit toutefois, attention, le caractère abusif, donc l'appréciation du caractère abusif dans le cadre de cette clause abusive, qui est un peu une clause catch-all, c'est-à-dire qu'elle reprend, vous allez voir après, il y a la liste noire et la liste grise de clauses abusives qui sont des clauses bien spécifiques. Ici, c'est de dire toute clause qui pourrait créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, elle peut être jugée abusive et donc sanction nullité. On y reviendra par après. Mais, nous dit le législateur, l'appréciation de ce caractère abusif porte en réalité que sur des clauses secondaires, ou en tout cas des clauses qui ne portent pas sur les éléments essentiels du contrat. Qu'entend-on par élément essentiel du contrat? C'est la définition de l'objet principal du contrat, l'adéquation entre le prix ou la rémunération et les produits à fournir. Donc les clauses qui portent sur ces éléments ne sont pas dans le champ d'application de la loi. Mais vous verrez, ce n'est pas si simple que ça. Il y a donc ce critère général de l'abus, c'est le déséquilibre juridique. Et donc, comme on l'a dit, les clauses relatives aux prestations essentielles sont exclues. Mais il y a toujours cette première règle en vertu de laquelle il faut que les clauses soient rédigées de manière suffisamment claire et compréhensible pour pouvoir exclure les clauses sur les points essentiels. Si on se retrouve devant une clause qui est trop peu claire ou rédigée de manière complètement incompréhensible, en réalité, le champ du contrôle judiciaire s'élargit et toutes les clauses, même si elles portent sur les éléments essentiels du contrat, sont visées par la loi. Et donc, il faut vraiment faire attention à la rédaction des clauses sans partir du principe que les clauses relatives au prix ou aux éléments essentiels ne seront pas visées, puisque si elles sont rédigées de façon floues ou trop incompréhensibles, elles seront visées. En ce qui concerne le déséquilibre, il doit être manifeste. Qu'entend-on par manifeste? Ça, c'est un peu une expression classique et on parle de clauses claires et compréhensibles. Et ici, c'est une notion un peu floue qui est souvent laissée à l'appréciation du juge, mais donc c'est quand même un contrôle marginal. Ensuite, on parle d'un déséquilibre juridique et non économique. Et donc, on se rend compte qu'il y a quand même une petite subtilité par rapport à ça, puisque un déséquilibre juridique, certes, mais s'il y a un déséquilibre juridique de façon excessive dans une clause, si ça n'a pas d'impact sur l'aspect économique de la clause, mis à part pour la beauté du geste, on ne voit pas très bien où ça va poser problème pour les parties contractantes. Donc, même si le législateur a insisté sur ce déséquilibre juridique, on se rend bien compte que c'est inévitablement lié au déséquilibre économique. Et donc, cette distinction peut être qualifiée d'artificielle en quelque sorte. Enfin, le déséquilibre doit concerner les droits et obligations des parties. Et comme nous l'avons dit, il s'agit de clauses accessoires. Qu'est-ce qu'on entend? Donc, ce n'est pas les éléments essentiels. Typiquement, les clauses relatives au délai de livraison, à la limitation de responsabilité, etc., seront visées par le champ d'application, à considérer évidemment, comme je l'ai expliqué, que les clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. On attire quand même l'attention sur une clause de style qui pourrait être les parties ont effectivement négocié chaque clause du contrat pour éviter tout malentendu, mais cette clause-là pourrait elle-même être qualifiée d'abusive. Donc, il faut faire attention à ce type de clause voulant essayer de se protéger, mais qui au final va préjudicier les parties. Enfin, et nous le rappellerons tout au long de l'exposé, et vous comprendrez pourquoi, il est utile, dans le cadre de la rédaction de contrats qui vont donc tomber sous le champ d'application de la présente loi,
de bien garder tout ce qui est documentation, négociation précontractuelle du contrat pour pouvoir expliquer quelle a été l'intention des parties, là où parfois ça peut manquer de clarté dans la clause ou dans le contrat lui-même. Idem en ce qui concerne le préambule du contrat qui permet également de connaître l'intention des parties et le contexte plus général du contrat. À cet égard, le législateur a voulu apporter certaines indications et certains critères d'appréciation permettant de juger si une clause peut être qualifiée ou non d'abusive. Donc, nous dit le législateur, voici plusieurs critères d'appréciation qui vont nous permettre de se positionner par rapport au caractère abusif ou non d'une clause. Le premier critère étant la nature des produits qui font l'objet du contrat. Alors ici, déjà, une petite remarque, on peut se permettre de penser que le législateur a voulu dire la nature des produits et services, parce que c'est typiquement la vente de produits et services, ou en tout cas des contrats de produits, de vente de produits, des contrats de vente et des contrats de services qui seront concernés. Donc ici, il y a peut-être un petit oubli de la part du législateur à ce sujet. Deuxièmement, les circonstances qui entourent la conclusion des contrats, l'économie générale du contrat, forcément les usages commerciaux, les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont le contrat litigieux dépend, d'où l'importance de vraiment garder tous les contrats, les annexes, la documentation, etc., qui est liée au contrat ou à la clause qui pourrait poser problème. L'absence et enfin l'absence de clarté ou de transparence dans la rédaction des clauses, ainsi que l'existence d'un contexte législatif ou réglementaire dans lequel le contrat s'inscrit. Alors, c'est relativement intéressant puisque le législateur nous dit voici toute une série de critères qui vont vous permettre d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause, mais en réalité, que nous dit le législateur? Voici tous les éléments qui sont importants et donc débrouillez-vous un peu avec ça parce que tout est repris en fait, le contexte du contrat et toute une autre série d'éléments. Donc, ça ne nous avance pas beaucoup plus pour avoir une meilleure vue sur ce qui pourrait être qualifié d'abusif ou non. Et donc, ce sera d'une part aux parties dans le cadre de la rédaction des contrats, d'autre part au juge qui se verra confronté à ce type de clause de faire preuve de créativité sur base de ces critères d'appréciation, entre autres, pour qualifier une clause d'abusive ou non. Nous passons ensuite à la troisième couche, j'ai envie de dire, de la législation. Ce sont les deux listes de clauses abusives. Nous en avions parlé. Il y a premièrement une liste noire. Et dans cette liste noire, il y a 4 clauses qui sont toujours interdites. Point, pas de discussion. Et donc, elles sont toujours illicites et donc elles seront toujours nulles si elles se retrouvent dans un contrat. Nous avons ensuite la liste grise, et donc ça, ce sont les clauses qui sont présumées abusives que sous réserve de l'absence de preuve du contraire. Comment va-t-on pouvoir prouver qu'elles ne sont en réalité pas abusives? Typiquement en utilisant les critères d'appréciation complémentaires que nous venons de mentionner, ou en présentant le contexte général du contrat, d'où l'importance du préambule, des documents contractuels, etc., pour montrer qu'en réalité, l'intention des parties n'était pas de créer un déséquilibre, quel qu'il soit, dans la rédaction du contrat. Le législateur dit également, on va donner un peu plus de liberté à ces 8 clauses grises, comme on va les appeler, en disant que les parties peuvent, en fait, de commun accord et en connaissance de cause, adopter une clause de la liste grise. Donc, c'est un peu, de nouveau, faire droit au principe de la liberté contractuelle qui est fortement réduit dans le cadre de cette loi, et de dire les parties peuvent, si elles le souhaitent, adopter une clause qui se retrouve dans cette liste grise, à condition qu'elle l'ait fait de commun accord d'une part, et qu'elle le fasse en connaissance de cause. Maintenant, on se pose un peu la question de savoir comment les parties vont pouvoir prouver qu'elles se sont mises d'accord sur ces dispositions et qu'elles l'ont fait en connaissance de cause. Là, de nouveau, ça risque de susciter quelques réflexions, parce que si on se retrouve pour ce genre de clause devant le juge, c'est que l'une des parties ne sera en fin de compte pas forcément d'accord avec celle-ci, et donc on se demande
jusqu'où on peut réellement profiter de cette possibilité que nous donne le législateur. Les deux listes que nous allons parcourir ensemble maintenant, donc les 4 clauses noires et les 8 clauses grises, peuvent bien entendu être modifiées, amendées, mises à jour, voire rallongées par arrêté royal. Donc, ce ne sont pas des clauses définitives ou des listes définitives et rien n'y changera jamais. Et enfin, une petite note par rapport à la réglementation B2C, comme j'en ai parlé, donc dans les contrats en professionnel et le consommateur, vous verrez que de nombreuses clauses sont en réalité fortement inspirées, voire pour certaines quasi identiques aux clauses considérées abusives dans les contrats entre un professionnel et un consommateur. La première clause de la liste noire, la clause purement potestative, comme on l'appelle, est celle qui a pour objet de prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. En l'espèce, il s'agit de l'interdiction de la clause purement potestative. Que signifie la clause purement potestative? Il y a un contrat entre deux parties et l'une des parties va dire on va mettre en place une clause qui se réfère à un prix à convenir, alors qu'en réalité, la fixation de ce prix ne dépend que de la seule volonté d'une des parties, de la partie en question, qui se permet de revenir sur ce prix, sans référence à des critères objectifs prédéfinis, et donc dépendant en réalité de la seule volonté d'une des parties au contrat. Ça, c'est une clause purement potestative, car elle dépend de la seule volonté d'une des parties. Par contre, n'est pas visée ici la clause simplement potestative et donc qui reste autorisée puisque des clauses dont la réalisation dépend d'autres éléments, que ce soit de l'intervention d'un tiers ou de la possibilité de fournir des matières premières, etc., et donc qui ne dépendent pas de la seule volonté d'une des parties au contrat, restent par contre entièrement possibles. La deuxième clause de la liste noire est celle qui a pour objet de conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat. Le but ici du législateur, pour ce qu'on peut en comprendre des travaux préparatoires qui sont assez vagues et flous en la matière, est de se dire qu'il faut éviter de se retrouver dans une décision complètement ou dans une interprétation complètement arbitraire d'une entreprise. Et donc, de ce qu'on peut en tirer comme conclusion, d'une part, à la lecture des travaux préparatoires, d'autre part, en s'inspirant de la réglementation en matière B2C et la jurisprudence déjà existante en matière B2C, on comprend cette clause comme une interdiction de termes trop génériques ou du flou, et donc une obligation du respect de la règle de transparence en soi, c'est-à-dire des termes types du style raisonnable ou force majeure, etc., doivent être plus définis parce que sinon ils seront laissés à l'interprétation de l'une ou l'autre partie, le cas échéant, si ces clauses viennent à être mises en pratique. Et donc, il faut éviter cette possibilité à l'une ou l'autre entreprise et donc définir les termes plus génériques dans le cadre des contrats. La troisième clause est celle qui a pour objet, en cas de conflit, de faire renoncer à l'autre partie tout moyen de recours contre l'entreprise. Cette clause a déjà fait couler beaucoup d'encre parmi les auteurs, en tout cas, qui se sont déjà pensés sur la question, puisque d'une part, la lecture brute de la clause, mais également la lecture des travaux préparatoires, porte à confusion, puisque nous disent les travaux préparatoires, la clause qui recourt uniquement à l'arbitrage serait également interdite. Et donc là, se pose quand même un peu la question de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on irait interdire l'arbitrage alors que c'est un mode alternatif de résolution de conflits? C'est une juridiction privée, certes, mais entièrement prévue par le code judiciaire. Tous les auteurs se sont toutefois accordés pour se dire qu'en réalité, cette troisième clause noire vise l'interdiction d'une clause qui renoncerait à tout moyen de recours, et donc une clause qui fait référence à l'arbitrage comme mode de résolution de conflit est en soi parfaitement possible. Donc il est tout à fait loisible aux parties de décider de n'indiquer que l'arbitrage pour la résolution des conflits. Et donc ici, à nouveau, on constate que la rédaction de cet article 91.4.3 du Code du droit économique est un peu bancale, puisque ce n'est pas tout à fait ce que nous interprétons, ce que nous comprenons de la clause, qui est en réalité
inscrits dans le libellé de la disposition. Enfin, la quatrième clause de la liste noire est celle qui a pour objet de constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. C'est un principe ici qui est en réalité confirmé et qui est fort repris en doctrine et en jurisprudence, et donc surtout en jurisprudence. Et donc, on peut être amené à croire qu'il s'agit en réalité d'une sorte de codification de ce qui est déjà appliqué de manière constante en jurisprudence, à savoir que lors de relations contractuelles entre les parties, si une partie souhaite se prévaloir de ses conditions générales, elle doit d'une part pouvoir apporter la preuve qu'elle a porté à connaissance de l'autre partie ces conditions générales qui sont d'application, mais d'autre part que l'autre partie en a pris ou à tout le moins a pu en prendre connaissance. Et donc, il n'est pas question d'avoir un contrat où on parle d'accord des conditions générales ou d'accord sur l'application des conditions générales de l'autre partie, et donc ici typiquement une clause où la partie mettrait son accord par rapport à la connaissance des conditions générales, alors même que l'autre partie n'en a pas eu connaissance. Typiquement, et ça c'est peut-être un rappel qu'il faut faire, la simple référence dans un contrat aux conditions générales qui sont accessibles via un lien sur un site web ou pire, qui sont publiés au moniteur belge, ça ce n'est évidemment pas possible. Il faut que la partie ait pu en prendre connaissance. Et donc ici, on part du principe que le législateur a voulu viser les conditions générales, puisque à partir du moment où le contrat est sous les yeux, c'est plus compliqué d'appliquer ces dispositions. Mais donc en ce qui concerne les conditions générales, il est impossible de vouloir soumettre les conditions générales à l'autre partie sans que celle-ci ait pu en prendre effectivement connaissance ou en ait eu la possibilité. Donc, comme je disais, c'est éviter de faire référence à un lien, etc. Que peut-on proposer? Des conditions générales au verso, que ce soit au verso d'une facture ou d'un contrat, etc. Ou tout simplement avoir la signature en dessous des conditions générales. Ou alors, quand il s'agit, ce qui est de plus en plus le cas, dans le cadre de relations contractuelles en ligne, l'envoi sur un support PDF ou autre des conditions générales est impératif, avec la preuve que l'autre partie a bien pu en prendre connaissance. On passe ensuite à la liste grise. Pour rappel, la liste grise, ce sont les clauses qui sont présumées abusives. Et donc, pour pouvoir renverser la présomption, il faut expliquer pourquoi elles ne le sont pas. Comment on fait pour renverser cette présomption? D'une part, comme on le disait, notamment en prouvant que sur base des critères d'appréciation, en réalité, il n'y a pas de déséquilibre juridique manifeste entre les droits et obligations des parties, ou d'autre part, en expliquant que les parties sont d'accord d'utiliser ou d'appliquer cette clause dans leur contrat et qu'elles l'ont fait en connaissance de cause. On revient toutefois sur cette difficulté à administrer cette preuve d'accord et de connaissance de cause, mais c'est ce que les législateurs a en tout cas essayé de vouloir préserver pour l'application de la liberté, du principe de la liberté contractuelle. La première clause qu'on retrouve dans la liste grise, c'est celle qui a pour objet d'autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement et sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat. Ici, en l'espèce, ça vise donc toutes les clauses, puisque vous voyez qu'on parle du prix, caractéristiques ou conditions du contrat, et donc on pourrait faire un lien avec ce que nous avons dit au début, comme quoi la clause générale catch-all ne concerne que les éléments périphériques du contrat. Or ici, on parle bien de toutes les clauses, notamment les éléments essentiels qui concernent le prix. Toutefois, on parle quand même que d'une part, modification arbitraire et d'autre part, de modifications qui seraient faites sans raison valable. Et à cet égard, typiquement des clauses qui pourraient en réalité être autorisées dans le champ d'application de cette loi ici, c'est des modifications de contrat pour adaptation aux conditions économiques modifiées en fonction du prix des matières premières. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a la loi du 30 mars 1976 ou du prix des fournisseurs, ou alors modification du contrat pour variation du taux d'intérêt, ou modification du cadre législatif. Ces raisons-là sont tout à fait valables et donc excusent la modification du contrat et donc ne tomberaient pas sous le champ d'application de la loi et donc de la première disposition de la liste noire ici. En ce qui concerne la question de la raison valable, doit-elle
être indiqués au préalable ou non dans le contrat. Les travaux préparatoires nous disent non, et heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait lister toutes les raisons valables ou potentielles pour pouvoir modifier une clause du contrat, ça limiterait en soi cette possibilité de pouvoir modifier les clauses, puisqu'il n'est pas toujours possible de prévoir à l'avance les raisons types qui amèneront à la modification d'un contrat. Ce sont donc des clauses qui se retrouvent relativement fréquemment dans des conditions générales ou dans des contrats, et donc il faut bien faire attention à la raison de la modification toutefois de la clause. La seconde clause de la liste noire est celle qui a pour objet de proroger ou de renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. Cette clause est également très peu claire et les travaux préparatoires ne le sont pas plus à son égard. Et donc, on pense ici que c'est une obligation d'accorder un délai raisonnable pour pouvoir s'opposer à la prorogation ou au renouvellement tacite d'un contrat à durée déterminée. Et donc, l'idée est de pouvoir vraiment donner à l'autre partie un délai raisonnable de résiliation. La question du délai raisonnable doit par contre être appréciée in concreto et dépendra du contrat et des éléments du contexte du contrat et des éléments entourant le contrat, notamment forcément la durée de celui-ci. La troisième clause est celle qui a pour objet de placer sans contrepartie le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat. Alors ici, on a eu plus de mal, ou en tout cas les auteurs et les gens qui sont penchés sur ces dispositions ont eu plus de mal à vraiment comprendre pourquoi cette clause, cette troisième clause noire de crise, se retrouve à cet endroit. D'une part, il n'y a pas d'équivalent en B2C. D'autre part, elle recourt complètement à des notions économiques plutôt que juridiques. Et donc, on retombe sur le déséquilibre juridique imposé par le législateur. Or, ici, c'est clairement, on parle clairement d'un déséquilibre économique. Et donc, il y a de nouveau un peu une différenciation artificielle entre le déséquilibre économique et juridique. 4 éléments importants à considérer pour pouvoir mettre en place ou pouvoir comprendre cette clause, c'est le risque économique en lui-même, comment le qualifier. Deuxièmement, la partie sur laquelle il repose. Enfin, le transfert du risque, comment se passe-t-il. Et puis surtout, la contrepartie. Il est important ici, dans le cadre de la rédaction de cette clause, d'éviter de tomber dans ce genre de clause type. Typiquement, par exemple, en parlant d'un transfert de risque contre contrepartie. Donc, avec une contrepartie, pourrait éviter de tomber sous le champ d'application de la clause. Et donc, il est important de rédiger ce type de clauses qui sont relativement fréquentes de façon habile. Les clauses qui pourraient typiquement être qualifiées d'abusives ou en tout cas appartenant à cette troisième définition d'une clause grise, ce sont les clauses de réserve de propriété ou les clauses imposant à l'autre partie la réalisation d'un investissement, alors qu'il n'y a pas de contrepartie à cette réalisation d'investissement et que donc forcément il y a un risque économique en jeu pour la partie qui doit le réaliser. La quatrième clause qu'on retrouve dans la liste des clauses grises est celle qui a pour objet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles. Ici, c'est de nouveau une clause un peu ce qu'on appelle une clause fourre-tout. Les travaux préparatoires nous disent qu'elle doit être interprétée au regard du droit commun. Or, le droit commun sont principalement des règles supplétives. Donc, par supplétive, on entend des règles auxquelles on peut déroger dans les contrats. Or, ici, comme nous l'avons dit, il s'agit principalement de règles impératives. Et donc, de nouveau, il y a un peu un problème à la façon dont il faut interpréter et appliquer la clause. Toutefois, on comprend qu'elle vise toute exclusion, donc vraiment toutes les exclusions des droits d'une entreprise en cas d'inexécution par l'autre partie, peu importe d'une part la nature de l'obligation, qu'elle soit principale ou accessoire, que de l'inexécution. Donc c'est vraiment réduire quasi à néant les droits et obligations de l'autre partie en cas d'inexécution. Par exemple, une clause qui tomberait sous le champ d'application de cette quatrième clause, c'est les clauses qui dérogeraient aux règles de prescription pour conformité des biens, parce que ça limiterait de façon complètement inappropriée la possibilité pour l'une ou l'autre partie de faire valoir ses droits si elle n'a pas eu l'occasion de le faire en temps voulu, etc. Il y a quand même énormément de législation
au sujet des droits des parties en ce qui concerne la conformité des biens. La 5e clause est celle qui a pour objet, sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, d'engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. Cette clause, en l'espèce, a également posé problème dans son interprétation et dans sa compréhension, puisqu'il n'y a pas de distinction entre contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée. Or, on sait, ou on ne sait peut-être pas, mais donc les contrats à durée indéterminée sont soumis à la règle d'ordre public, donc à laquelle on ne peut déroger, même si la partie préjudiciée souhaite ne pas s'en prévaloir, selon laquelle toute partie a un contrat à durée déterminée peut le résilier moyennant préavis raisonnable. On se pose dès lors la question de l'intérêt de cette disposition. Idem quand on pense à l'application de cette clause pour les contrats à durée déterminée, puisque ceux-ci sont par essence censés être menés jusqu'à leur terme, sinon d'où l'intérêt du contrat à durée déterminée. Si on regarde un peu plus loin dans les travaux préparatoires et qu'on essaye de donner une interprétation logique à cette disposition, ça vise principalement les contrats à durée déterminée qui doivent donc spécifier un délai raisonnable de résiliation, étant donné que les contrats à durée déterminée sont déjà suffisamment encadrés au niveau de la réalisation du contrat, ou alors on peut également penser à des contrats à durée déterminée déraisonnablement longs, typiquement des contrats de licence en matière de propriété intellectuelle, etc., qui sont conclus pour plusieurs trentaines ou quarantaines d'années, dans lesquels il faudrait peut-être prévoir un délai raisonnable de résiliation. Mais ici, comme certaines autres clauses, nous pensons que le juge aura peut-être du mal à savoir comment appliquer la dite clause. Et nous sommes donc dans l'attente de davantage de jurisprudence ou de pratique à son égard. La 6e clause est celle qui a pour objet de libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses proposés, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat. Première distinction au sujet de cette clause, c'est qu'elle vise donc uniquement les clauses d'exonération de responsabilité et non pas les clauses de limitation de responsabilité. Donc, s'exonérer complètement de sa responsabilité est bien entendu illicite, et c'est déjà le cas, mais ça va déjà un peu plus loin que ce que nous connaissons déjà en droit commun, à savoir que maintenant, il est interdit de s'exonérer de sa faute grave, alors qu'avant, c'était uniquement son dol, mais également du dol ou de la faute grave de ses préposés. Donc, on élargit déjà le champ qui était prévu par le droit commun. Et pourquoi cette clause? Puisque l'idée est quand même d'éviter de vider le contrat de sa substance, puisque si l'une ou l'autre partie s'exonère complètement de ses responsabilités ou de celles de ses préposés, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt pour les parties de contracter ensemble, puisque si on s'exonère de ses responsabilités, il n'y a plus beaucoup d'enjeux de remplir ou non ses obligations. Donc ici, l'importance de l'élargissement de ce qui est connu en droit commun et la distinction entre l'exonération de responsabilité qui est visée, là où les clauses de limitation de responsabilité sont tout à fait encore possibles. L'avant-dernière clause de la liste grise est celle qui a pour objet de limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser. Ici, il est important de souligner qu'on vise uniquement les questions d'admissibilité de la preuve. Les questions de charge de la preuve ne sont absolument pas visées par la disposition en l'espèce. Et pour prendre un exemple type qui sera peut-être plus parlant, ce serait une clause qui interdirait l'utilisation de la preuve écrite entre entreprises, ou à contrario, une clause qui impose l'utilisation de la preuve écrite entre entreprises, alors que conformément à la réforme en matière de la preuve, la preuve entre entreprises est libre, c'est-à-dire que tout moyen peut être utilisé comme preuve entre entreprises. Donc, imposer ou interdire un moyen de preuve entre entreprises tomberait sous le champ d'application de la loi, puisque c'est limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser, alors que le droit de la preuve dit que la preuve entre entreprises est tout à fait libre. Enfin, la dernière clause qui a pour objet de fixer est celle qui a pour objet de fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie, qui dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.
Alors ici, cette clause nous fait fortement penser à ce que nous connaissons actuellement en droit commun, à savoir le principe de la clause pénale que l'on retrouve à l'article 1231 du Code civil. Quel est le principe, pour rappel, de la clause pénale? C'est de souvent, dans les contrats entre entreprises, est intégrée une clause qui détermine, dans laquelle les parties déterminent au préalable un montant forfaitaire en cas de manquement par l'une ou l'autre partie à ces obligations. Donc, c'est une sorte d'indemnisation et un montant forfaitaire qui est prévu au préalable. Ces clauses se retrouvent fréquemment et de façon assez régulière dans les contrats et le droit commun donne la possibilité aux juges de réduire le montant de ces clauses pénales qui sont souvent excessifs et donc de réduire fortement le montant pour que ce soit plus équilibré. Alors, on pouvait se poser la question de l'intérêt de cette clause, puisqu'il y a déjà la possibilité pour le juge de réduire la clause pénale, mais en réalité, on se rend compte que ça crée ici une double possibilité pour le juge, puisque d'une part, si le montant ou si les intérêts réclamés dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise, le juge pourrait la qualifier d'abusive conformément à cette loi du 4 avril 2019 et donc l'annuler complètement, puisque comme nous allons l'expliquer tout de suite, la sanction de cette loi est la nullité, ou alors la réduire. Donc il y a en fait deux possibilités pour le juge et il convient dès lors de prêter énormément d'attention à la rédaction de ce type de clause, puisqu'il ne faut plus être dans une mentalité de se dire dans le pire des cas, le juge réduira le montant, mais il y aura toujours une clause pénale et un montant forfaitaire. Non, avec cette nouvelle disposition, le juge peut carrément l'annuler et donc on se retrouverait sans montant forfaitaire quel qu'il soit. On pourrait se poser la question de la réciprocité d'une telle clause pour éviter qu'elle soit qualifiée d'abusive, même s'il faut faire très attention à la réciprocité d'une clause de ce style ou d'autres clauses, puisque même si on va réciproquer les clauses dans un contrat, il y a certaines clauses pour lesquelles on sait très, très probablement qu'elles vont s'appliquer à l'une ou l'autre partie ou au contraire ne pas s'appliquer à l'une ou l'autre partie. Donc le fait de rendre une clause réciproque peut être une solution, mais ne l'est pas toujours, et donc il faut faire attention à cela et ne pas estimer que ça rendrait, ça solutionnerait toutes les questions ou toutes les problématiques relatives au caractère abusif des clauses. Nous en venons donc aux sanctions prévues par la loi du 4 avril 2019. Comme nous l'avons expliqué, il s'agit ici de règles impératives conformément aux travaux préparatoires et donc d'une nullité relative, puisque la sanction est la nullité. Relative, cela signifie donc que la partie préjudiciée peut décider de ne pas s'en prévaloir, ce qui sera toutefois fort peu probable, puisque si les parties se retrouvent devant le juge, c'est qu'il y a une partie qui s'estimera en soi préjudiciée, et donc ce sera généralement une nullité de façon définitive, et avec effet rétroactif, ça signifie qu'elle n'aura donc jamais existé. La nullité peut par ailleurs être totale ou partielle. Qu'est-ce que ça signifie? Soit ce serait la clause qui pose problème, qui sera uniquement annulée, ou alors si on se rend compte que la clause ne peut être en réalité détachée du reste du contrat, le juge pourrait annuler l'entièreté du contrat. D'où l'importance d'une clause type de divisibilité qu'on retrouve normalement régulièrement dans les contrats, mais qui a vraiment son importance encore plus avec cette loi, de détacher vraiment toutes les clauses les unes par rapport aux autres afin d'éviter typiquement la nullité totale d'un contrat à cause d'une clause problématique ou en tout cas qualifiée d'abusive en vertu de la loi. D'autres sanctions possibles sont également envisagées dans le cadre de clauses abusives. Premièrement, une action en cessation contre une entreprise qui systématiquement intégrerait des clauses illicites ou en tout cas abusives dans ses contrats, même si cette possibilité est plus théorique, puisqu'on voit mal des entreprises ou le ministère des Affaires économiques engager des poursuites à l'égard d'une entreprise pour ce genre de problématiques, ou alors
la sanction pénale, et là on parle d'amendes pouvant aller jusqu'à 25 000 € à augmenter des décimes additionnelles, bien entendu, en cas d'infraction de mauvaise foi, c'est-à-dire là où l'entreprise va nouveau systématiquement ou moins systématiquement, vraiment de mauvaise foi, intégrer ce type de clause dans des contrats avec d'autres entreprises. Et donc on peut s'imaginer forcément avec des entreprises plus petites ou en tout cas plus faibles sur le marché. Au niveau des critiques, on en a déjà fait part tout au long de l'exposé. On peut se poser la question du respect du principe de la liberté contractuelle, puisque comme vous l'avez vu, il y a quand même énormément d'entraves à ce principe, en ce que la rédaction des clauses n'est plus aussi libre qu'elle ne l'était jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, puisque chacune des clauses peut poser problème, et que si les parties ne peuvent pas justifier ou expliquer le déséquilibre manifeste, cela peut poser un réel problème, et donc elles sont quand même contraintes par ce cadre législatif mis en place. D'autre part, on peut se poser de questions par rapport aux incertitudes ou à la rédaction des clauses qui sont quand même fort, pour certaines d'entre elles, problématiques, dans le sens où, vous l'avez vu, certaines clauses ne sont pas claires, ou on n'est pas tout à fait sûr de la façon dont il faut les interpréter. Et donc, ça va être un peu, nous pensons, la foire à la créativité, tant pour les parties dans le cadre de la rédaction du contrat, que le juge qui sera soumis à des clauses problématiques et potentiellement qualifiées d'abusives selon l'une des parties. Et donc, on va être confronté à tout de même pas mal de questionnements, et on le pense et on l'espère même de jurisprudence en la matière, notamment en ce qui concerne d'une part la clause générale qui est abusive puisqu'elle comprend en réalité tout et rien avec tous ces critères d'appréciation. D'autre part, en ce qui concerne les clauses de la liste grise qui sont quand même régulièrement utilisées dans la pratique. Enfin, on peut aussi se poser la question dans l'interprétation de ces clauses de savoir dans quelle mesure cela protégera réellement les entreprises plus faibles, puisque les entreprises seront peut-être amenées à négocier de façon différente ou à ne plus vouloir contracter avec des grandes entreprises ou inversement, en vue de ce cadre législatif qui est quand même fort réglementé et restructuré. Il n'est pas certain que ça aura un impact uniquement positif sur les relations et les contrats B2B. Nous passons maintenant aux considérations pratiques par rapport à cette loi, cette nouvelle loi, et je laisse la parole à mon collègue Benjamin Marchand-Moïse. Bonjour à tous. Donc voilà, nous, on va s'entretenir sur les considérations pratiques et les retombées concrètes de la loi du 4 avril 2019 sur la pratique commerciale et sur le monde des affaires. Donc effectivement, cette loi du 4 avril 2019 ne vient pas de nulle part. Elle est en complément de lois que vous connaissez très certainement, celle du 19 décembre 2005 et 2 août 2005, l'information précontractuelle. Comme vous le savez, effectivement, les conséquences peuvent être très strictes avec l'annulation d'un contrat si il n'y a pas cette période d'attente d'un mois entre la dernière version du contrat et la version signée, et la loi du 2 août 2002 concernant les retards de paiement. C'est une influence européenne où l'économie doit prévoir que les paiements des factures se fassent dans un délai assez rapproché, 30 jours notamment. Donc ça, c'est le contexte législatif, un cadre assez européen. Deuxième point pour les considérations pratiques, Éléonore en a déjà parlé un peu. Le but à l'origine, et quand vous lisez les travaux parlementaires, c'est de limiter l'influence des géants, donc les Amazon, les Google de ce monde, et de protéger les petites entreprises pour éviter de se retrouver dans des situations de take it or leave it quand un projet de contrat était proposé à une plus petite structure. En ce qui concerne les dispositions de la loi du 4 avril 2019, il n'y a pas de dérogation contractuelle possible. C'est une loi de police, comme le règlement de Rome le reprendra plus tard.
Donc, ces dispositions impératives, on ne peut pas y déroger. Ça veut dire aussi que si, dans un contrat, on enfreint les dispositions impératives de la loi du 4 avril 2019, effectivement, Éléonore disait que c'était une unité relative, il faut la faire remarquer, mais qu'en aucun cas, on ne peut en forcer l'exécution. Donc, c'est-à-dire que si une disposition contractuelle enfreint une disposition législative, la partie qui s'en prévaut ne pourra pas la faire exécuter. En ce qui concerne le droit international privé, bien entendu, un autre droit applicable que le droit belge est possible. Je renvoie à l'article du 3.1 du règlement Rome 1 concernant le droit applicable en matière contractuelle. La loi belge B2B sera évidemment d'application, peu importe le droit choisi, si tous les éléments en lien avec le contrat sont localisés en Belgique. De nouveau, je cite l'article 3.3 du règlement Rome 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des lois. La loi B2B est considérée comme une loi de police selon le règlement Rome 1. Et donc, en cas de litige, donc, et je fais la distinction portée devant les tribunaux belges, l'article 9.2, l'obligation d'appliquer les dispositions impératives de la loi belge B2B. Et en cas d'un litige porté devant d'autres juridictions, c'est-à-dire non belges, la juridiction non belge est obligée d'appliquer les dispositions de la loi B2B si les dispositions contractuelles ont été ou doivent être exécutées en Belgique et dans la mesure où les dispositions B2B rendent l'exécution du contrat illégale. Donc ça, c'est en matière de droit international privé. En ce qui concerne le risk management et donc bien des dispositions à garder à l'esprit, bien entendu, vous avez retenu les critères cités par Éléonore en début d'exposé, le slide numéro 10, mais en dehors de tous ces critères et de ces critères, la nature du produit, l'économie générale du contrat, etc., il faut mettre l'accent sur certains points, en particulier notamment la transparence, donc une clause compréhensible, lisible, etc. Ça tombe sous le sens, mais il faut aussi se mettre à la place et au moment des négociations, qui sont les parties qui vont négocier, quels sont leurs skills, quelles sont leurs qualités, leurs compétences pour pouvoir négocier un contrat et surtout coucher sur papier ce dont ils ont discuté. Est-ce qu'ils sont assistés par des professionnels, comptables, réviseurs d'entreprise, avocats, etc. C'est très important, tout ce contexte factuel. En ce qui concerne la nature des produits, Léonore en a parlé en début d'exposé, je ne vais pas m'y attarder, mais bien les identifier et de connaître aussi de quoi on parle. C'est-à-dire, à partir du moment où on parle de software informatique, par exemple, ou d'autres produits bien spécifiques, de connaître les usages et les pratiques dans le marché donné, par exemple, de software. En ce qui concerne les intentions des parties et pour éviter de mauvaises surprises, c'est-à-dire de se faire retoquer par un tribunal en cas de contentieux, il faut bien conserver tous les documents précontractuels, les échanges d'emails concernant des clauses spécifiques. Donc c'est là que je reprenais Keep Track and Evidence. Donc bien identifier à la base et dans le cadre des négociations les clauses qui potentiellement seront problématiques ou dans lesquelles on sent question de feeling, le risque de déséquilibre. Et donc, prouver que dans le cadre des négociations, dans le cadre des discussions entre parties, ce déséquilibre a été abordé spécifiquement sur la clause en question et que c'est en connaissance de cause que cette clause a été rédigée d'une telle façon. Souvent, lorsque une clause semble déséquilibré, c'est peut-être qu'il y a eu un arbitrage qui a été fait dans le cadre de négociations, c'est-à-dire qu'une concession sur une certaine clause a amené une clause plus avantageuse pour l'autre partie à un autre endroit du contrat. En ce qui concerne le fairness test, donc il n'est pas applicable pour la liste noire, les 4 clauses dont Éléonore vous a parlé. Mais donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment un examen de bon sens, un test de bon sens à faire, de connaître les usages du marché, de savoir si une réciprocité ne serait pas plus souhaitable pour justement avoir cet équilibre contractuel. Donc, je reviens aux critères dont Éléonore parlait en début, donc d'éviter le déséquilibre juridique, déséquilibre manifeste. Et donc, cette réciprocité n'est pas la solution, comme Éléonore le disait, mais permet d'accorder un certain équilibre entre les parties au contrat, de bien voir, de cibler les inégalités s'il y en a,
de quelle nature elles sont, techniques, légales, économiques, dans quel cas elles peuvent venir à se manifester. L'économie générale du contrat, Eleonore en parlait, et surtout, et c'est très important dans le cadre de ce test, de pouvoir expliquer et justifier tous les déséquilibres ou les prétendus déséquilibres dans le cadre d'un contrat. Et donc, je vous ai expliqué les accords concernant des clauses bien particulières qui ont par exemple fait l'objet d'arbitrage ou de concession. Donc, s'il y a des risques de liste noire, de liste grise, donc les 4 noirs, les 8 grises, si je peux me permettre, de bien essayer d'inclure des critères objectifs en vue d'éviter de tomber dans le champ d'application d'une de ces 12 cases. Très important également, la divisibilité des articles pour éviter que l'annulation d'un article spécifique qui enfreindrait les dispositions du Code de droit économique, notamment celle de la loi B2B, entraîne la nullité intégrale du contrat et en cas d'une annulation d'une clause bien spécifique, prévoir une obligation de renégocier, c'est-à-dire pendant une certaine période, on se donne 2 mois pour renégocier une disposition contractuelle. Si après ces 2 mois, les parties ne sont pas arrivées à une situation satisfaisante, éventuellement prévoir un arbitrage par un tiers qui pourrait décider du sort de la clause annulée. Quelque chose qui est peu connu, mais qui est très utile et très intéressant, c'est la commission des clauses abusives du SPF économique. Je vous invite à taper ces 3 mots sur une moteur de recherche, puisque il y a énormément de recommandations qui sont faites dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et là, vous aurez des recommandations de rédaction, des do's et des don'ts sur ce que vous pouvez prendre, ce que vous pouvez écrire, et ce que vous ne pouvez pas. C'est hyper intéressant et donc c'est souvent, vous trouverez une réponse à vos questions sur ce site internet des commissions des clauses abusives. Évidemment, et c'est quelque chose qui était de standard avant l'entrée en vigueur de la loi B2B, c'était en disant voilà, ce texte remplace toutes les versions antérieures, etc., etc. Ce genre de renvoi un peu sans réfléchir, justement, nous prive de ce dont Eleonore parlait et de se garder des preuves de la discussion antérieure et la négociation qui était intervenue. Et donc, nous la déconseillerions de reprendre ces phrases standards. En ce qui concerne des clauses types qui peuvent poser problème, donc évidemment, et Eleonore en parlait, des clauses autorisant de modifier les éléments essentiels du contrat sans raison valable. Toujours l'idée derrière, c'est de pouvoir, à partir du moment où vous modifiez, vous entendez modifier le contrat, de pouvoir le justifier de manière, c'est un mot qu'Eleonore n'appréciera pas, mais raisonnable. Donc, en ce qui concerne le droit du fournisseur de refuser toute commande sans raison valable, alors que le distributeur est déjà irrévocablement lié, j'y reviendrai là-dessus en ce qui concerne la jurisprudence récente, non pas en matière de clause abusive, mais d'abus de dépendance économique. Le droit du fournisseur de changer les prix ou les caractéristiques du produit de façon unilatérale, effectivement, c'est à déconseiller fortement, et les contrats d'agence avec clause dans laquelle l'agence supporte le risque financier, notamment d'absence de paiement par le client final. En ce qui concerne, et Eleonore en parle aussi, les clauses de renouvellement de contrat sans spécification d'un délai de préavis raisonnable, effectivement, et puis on peut toujours se rabattre sur le droit commun si jamais les renouvellements sont réguliers, et on peut considérer que le contrat devient à durée indéterminée. Ce contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment moyennant un délai de préavis raisonnable. Des clauses, et Eleonore en parlait, avec des délais de préavis trop longs ou trop courts, des clauses de renonciation des droits d'une partie dans un délai trop court ou en cas de manquement, c'est toujours la même logique, cette logique que le législateur a essayé de combattre, celui d'un déséquilibre manifeste. En ce qui concerne, et c'est quelque chose de pratique, en matière de fusion et d'acquisition, de M&A, comme on dit, dans les travaux préparatoires, est-ce que la loi B2B s'applique en matière de M&A, d'acquisition de sociétés, de vente, de fusion? Les travaux préparatoires
n'y ont pas fait référence, mais on pense pouvoir se prononcer de manière positive, c'est-à-dire que cette loi B2B s'applique. En matière de M&A, la question évidemment qui se pose, y a-t-il besoin de protéger de telles parties? Est-ce qu'il y a vraiment des grandes distinctions entre l'acquéreur et le vendeur? Est-ce qu'il y a des profils différents, c'est-à-dire qu'une partie est dans une position de grande force ou à l'inverse de grande faiblesse? Question ouverte, mais il faut savoir que des clauses aussi standards comme celle qui est reprise là maintenant, que shall be subject to satisfactory due diligence at the sole discretion of the purchaser ou subject to board approval, ça peut être considéré comme sur la liste noire une des clauses proscrites. Donc bien faire attention quand on soumet de telles phrases dans un contrat, un SPA par exemple. Des clauses d'earn-out, bien faire attention, elles peuvent être, sauf si elles sont bien rédigées bien entendu, elles peuvent être considérées comme étant reprises sur la liste grise, la troisième, ou les limitations de responsabilité, les caps, de minimis, threshold, etc. Idem. En matière oui, à titre de conclusion surtout, donc le contexte des clauses B2B est un contexte européen et donc pas uniquement belgo-belge. Je pense à la France, je pense aux Pays-Bas, au Portugal, à l'Allemagne. Toutes ces clauses, entre guillemets, pour éviter des clauses abusives, ont été reprises dans leur code civil respectif. L'impact est significatif, très très important, et c'est ça qui est parfois malheureux dans la rédaction, c'est que, étant donné leur scope, qui est très très important, très large, la rédaction des dispositions législatives parfois laisse à désirer, ce qui est un peu regrettable compte tenu de l'importance de cette législation B2B. Donc, je parle en distribution, en droit de distribution, en M&A, etc. Ce scope est très large. Les attentions particulières, et pour pas répéter ce que Eleanor vous a déjà expliqué, bien faire attention à certains points listés, préambule et le contexte du contrat, bien connaître le business des sociétés parties au contrat, bien faire attention aux documents contractuels, les échanges d'emails entre les parties, la connaissance du marché est hyper importante et j'enfonce une porte ouverte, mais la rédaction des documents contractuels a pris une importance considérable vu cette loi B2B. Il faut que ce soit clair et compréhensible. Justification des équilibres et la divisibilité des dispositions, comme je vous le disais. Si une clause devait être considérée comme nulle, après un contrôle a posteriori du juge, que les autres dispositions du contrat puissent au moins subsister. Nous sommes dans l'attente d'une jurisprudence en la matière. Après, ce n'est pas faute d'avoir examiné les différentes décisions, mais la législation en matière de clauses abusives date du 1er décembre 2020. Donc, le recul est très court. Par contre, des décisions existent déjà. Pour pas que le titre de nos séminaires, vous puissiez le considérer comme trompeur, c'est-à-dire qu'on confronté à cette loi B2B, à la pratique, effectivement, en matière de dépendance, d'abus de dépendance économique, il y a des décisions qui ont été prononcées. Deux décisions en matière d'action en cessation, Eleanor vous en parlait. Effectivement, c'était concernant par exemple c'était deux fois le même genre d'histoire, si je peux me permettre, avec une partie qui refusait de vendre certains produits à une autre partie qui souhaitait les acheter, et ce malgré une relation d'affaires depuis de nombreuses années. Et les deux décisions ont fait une application selon nous correcte des critères repris dans la loi B2B. Et donc voilà, sur demande, on peut bien entendu vous transmettre ces décisions. Au principe de la liberté contractuelle, Eleanor en parlait, je ne pense pas, mais c'est surtout un incitant à bien négocier les contrats à présent maintenant et de justement se poser des questions et de voir in the case of. Donc c'est surtout un appel aux négociations, un appel à la discussion et de moins prendre un contrat, comme je vous le disais, take it or leave it, et de se poser les bonnes questions au moment de la négociation avant de signer et d'être mis devant le fait accompli quand se pose un problème.
Voilà, mais j'étais bref. J'espère que on a pu, Éléonore et moi, vous apprendre certaines choses. Si pas, posez-nous des questions. On peut revenir vers vous par email également si la question ne vient pas immédiatement maintenant. J'ai un peu débordé sur le timing et donc c'est pour ça que je vais ici clôturer ce séminaire et pour lequel je vous remercie également, mon nom et celui d'Éléonore, pour votre présence. J'espère à très bientôt à l'occasion d'autres séminaires. Une bonne après-midi. Au revoir.